On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Cet artiste a élu domicile à Lacolle il y a environ 2 ans. Il a acheté une maison pour la transformer en studio. Il s'agit de Martin Levac. Qui est-il? C'est celui qui personnifie depuis plusieurs années déjà Phil Collins. Il fait un dernier tour de piste. Il a d'autres projets en tête, en plus de son studio, bien sûr, à Lacolle. Bref, une rencontre et une entrevue fort intéressante avec Martin Levac. Spectacle très attendu dans quelques jours, en fait dimanche prochain, le 17 février à 20h à l'Étoile du 10-30 à Brossard. C'est ce spectacle hommage à Phil Collins qui roule quand même depuis plusieurs années, une dizaine d'années maintenant, et son personnificateur a même fait l'achat d'une maison, d'un studio à Lacolle, donc en plein dans notre territoire desservi ici par la télévision du Richelieu. Martin Levac est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Qu'est-ce que ça fait de dire, là, il faut... Je l'aime bien, Phil Collins, mais à un certain moment, il faut passer à autre chose ou renouveler la formule. Bref, à quel moment on prend la décision de dire « OK, ça fait 10 ans que je fais ça, mais là, ça va être la dernière ». Eh boy, quelle question en partant. Bien, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, on fait le tour d'une formule. C'est une formule gagnante parce qu'on a 300 000 spectateurs qui ont vu le spectacle. Ça fait plus que 10 ans, tu disais tantôt. C'est sûr que c'est dur, en fait, essayer de tourner une page aussi chargée. Mais bon, à un moment donné, on dit, bien, ça serait le fun d'avoir de quoi pour se sortir de la zone de confort aussi un peu. La décision, on la prend quand? Est-ce qu'on la mijote pendant longtemps ou on jongle avec peut-être qu'on va? Mais à quel moment on décide que c'est là? Sacrifice, tu as des questions. C'est en jasant avec l'équipe, excuse-moi. OK. C'est en jasant avec l'équipe. À un moment donné, on prend le son de cloche de tout le monde. Premièrement, c'est un travail d'équipe, nous autres. Là. Je ne suis pas tout seul là-dedans à prendre des décisions. C'est sûr que je suis décisionnel au final. Mais tous les musiciens qui sont là depuis 10 ans, ils ont une opinion, eux autres aussi. Puis ils sont dans le business. Ils travaillent avec plein d'autres mondes aussi. J'ai un paquet de gens là-dedans qui sont guitaristes pour Patrice Michaud, puis un autre, puis un autre. Fait qu'on voit un peu là, c'est quoi le pouls de la business, puis quel move serait intéressant à faire, dans le fond. Okay. Puis ça, tu vois, c'était justement une suggestion de mon guitariste de dire, bien, pourquoi on ne changerait pas la formule, puis on cale une dernière année, une dernière tournée. Premièrement, ça va mousser la promotion, les ventes, etc. Puis c'est vrai, je veux dire, depuis qu'on a annoncé la dernière tournée, on est à 25-30 % de vente de billets de plus par salle. Donc, on joue presque sold out partout. C'est intéressant, c'est le fun. Mais ça, c'est le réflexe des gens qui disent « Ouais, ça serait le fun d'aller le voir. » On ne veut pas le manquer! Et là, c'est sûr que si tu dis que c'est la dernière année, ouais. puis que tu avais le goût d'aller le voir, puis là, c'est sûr que tu vas peut-être te dépêcher d'acheter des billets. Donc là, il y a un phénomène de rareté qui s'installe. Mais tu es confortable avec la décision? Très bien. Puis plus ça va, plus je le suis. Parce que ce qui était, à prime abord, une décision de « Bon, OK, on est peut-être dû pour faire autre chose », qui était assez général comme orientation, bien là, ça se peaufine de plus en plus quand on pense au prochain projet, quand on dit, bien, j'ai peut-être fait le tour de tel aspect du spectacle hommage, parce que, tu sais, on reste dans l'entertainment un peu de série B, si on veut, tu sais, on n'est pas des A, comme dirait Pierre Lapointe. Fait qu'à un moment donné, il faut se renouveler, nous autres aussi, puis on n'a pas tant de latitude pour explorer, mais il y en a. Puis c'est en s'inspirant de ce que font les autres un peu, puis tout ça, puis en essayant d'innover là-dedans dans la mesure du possible. Quand tu parles de projet de vie professionnelle et personnelle, parce que là, qu'est-ce qu'un natif de Longueuil qui a habité à Montréal pendant plusieurs années décide un beau jour de s'acheter une maison et de la transformer en studio à Lacolle? Ben oui, on est tombé en amour. Pourquoi Lacolle? Bien, c'était pas... j'ai pas choisi le village, on a choisi la maison, dans le fond. Je suis tombé en amour avec la maison, puis ça venait avec une grange d'une proportion idéale pour faire un beau studio d'enregistrement. Puis tout le potentiel était là, donc on a acheté la maison, on s'est mis à rénover tout de suite la grange, puis voilà, on a fait un studio qui s'appelle le studio Bapaume. Et pourquoi Bapaume? Et pourquoi Bapaume? Ben, j'essaie de te résumer ça là, bien rapidement. Le premier Levac qui a pris le bateau, il s'appelait Martin. Mes parents ne le savaient pas quand ils m'ont appelé Martin, mais il s'appelait Martin Levac, dit Bapaume, parce qu'il venait d'un village au nord de la France, près de Calais d'ailleurs. Ça fait que j'étais un ch'ti, dans le fond. C'est un descendant de ch'ti. Pas loin de la Belgique. Pas loin de la Belgique, effectivement, la mer du Nord. Fait que lui, Martin Levac, dit Bapaume,
OK. a été le premier à arriver ici. Puis, étant donné que c'est une vieille maison de 1873, la grange aussi, je voulais avoir un petit nom qui fait historique un peu. Donc, je suis allé dans mon arbre chercher ce nom-là. Bon. Mais d'ailleurs, ce qu'on pouvait lire la semaine dernière dans le Canada français, c'est que oui, la dernière du spectacle Hommage se tient ce dimanche au 10-30, mais tu vas aussi faire une dernière dans le studio même à la Colle, le 27-28 avril? Non, 27-28 avril, c'est un autre show. D'ailleurs, c'est ça, je mêle le monde un peu avec mes projets. Mais j'ai deux affaires là, présentement qui roulent depuis plusieurs années. J'ai Dance into the Light, qui est un spectacle, qui est une rétrospective de la carrière solo de Phil Collins, dans lequel je prends le personnage. Donc, j'arrive sur scène, je ne suis pas Martin Levac, je suis Phil Collins. Ouais. Ah, good evening, blablabla. C'est bon. Voilà. Donc, je vais parler à Brossard, aux gens de Brossard, comme Phil Collins qui est à Brossard, mettons, avec un franglais un peu improvisé. Puis l'autre projet, 27-28 avril, c'est un show qui s'appelle A Visible Jazz Touch of Genesis, qui est seulement le répertoire du groupe Genesis, donc toute période confondue, Gabriel, Collins, etc. Et c'est un trio jazz. Donc, avec lequel je refais les arrangements des chansons de Genesis. Et ton studio maison peut contenir à peu près combien de personnes? C'est 40 places. Voilà. C'est 40 chaises. Évidemment, c'est un spectacle intime, très intime. Puis tu vois, on a enregistré le tome 3 de mes reprises de Genesis l'année dernière. Puis, wow, c'était des soirées formidables. Mais là, en annonçant ta dernière de l'hommage, bon, Phil Collins, oui, mais évidemment, The Dancing to the Light, mais en même temps, en annonçant tout de suite que tu fais un spectacle intimiste les 27-28 à la Colle, comment ça fonctionne? C'est sur invitation? Est-ce que les gens doivent acheter leur billet? Oui, ça va se vendre on a une billetterie en ligne. Donc, c'est d'aller sur mon Facebook, en fait, la page Facebook. Puis vous allez dans la section événements. Puis sur événements, bien, vous cliquez. Tous les spectacles sont là, dans le fond. Dont celui où les deux représentations que tu fais à la Colle. Dont les représentations qui sont à la maison. Puis il y a notre propre billetterie en ligne. Bon. Si on revient donc au premier spectacle où tu dis 300 000 personnes l'ont vu. Là, pour la dernière, dimanche soir à Brossard, sur une capacité d'un peu plus de 1 100 places disponibles, il te reste quoi? 60 tickets à peu près? Il reste 80 billets, je pense, ce matin. C'est ça. 80. On est donc, à quelques jours de l'événement. On va être sold out, je pense. Habituellement, on fait une petite porte de 50-60, fait que on devrait être tout vendu. Comment ça a commencé, ce projet-là? Encore là, j'essaie d'être concis parce que c'est l'histoire d'une vie. Là. Moi, à l'âge de 15 ans, j'ai découvert la musique de Phil Collins et de Genesis. Comme beaucoup d'ados de ton âge. Tout à fait, parce que moi, j'étais au secondaire entre 84 et 89. Là. On a le même âge, oui. C'est ça. Donc, à ce moment-là, à cette période-là, Phil Collins était partout, dans Miami Vice. Ça passait sur toutes les stations de radio, autant les ballades cheesy, si on veut, à la One More Night, puis autant les grosses tunes de Genesis qui passaient à Chaume. Et que c'était Phil Collins qui chantait aussi. C'est assez large public. C'était très large. Puis moi, je suis tombé en amour avec le spectre au complet de toute cette musique-là, autant la pop que le rock progressif. Ça a duré, je te dirais, un coup de foudre de 3-4 ans, certains, 15, 16, 17, 18 ans même, où est-ce que là, j'étais drummer, j'apprenais à jouer comme lui, à chanter comme lui un peu. Et puis, à 19, 20, 21 ans, comme tout le monde, ma crise d'adolescence était sur le point de passer et mes goûts musicaux évoluaient aussi. Et j'ai commencé à composer des chansons. C'est là que je me suis rendu comme finaliste au Festival de la chanson de Granby 2 fois, avec mes propres chansons. D'ailleurs, une année, Michel Rivard est venu me féliciter personnellement pour mes chansons. Wow, c'était... Fait que moi, je m'alignais là-dessus, dans le fond, sur une carrière d'auteur, compositeur, interprète. La vie en a voulu autrement. À partir de ce moment-là, j'ai ramassé des contrats comme drummer avec plein de monde. J'ai commencé à être musicien professionnel en accompagnant d'autres gens. Puis, jusqu'à temps que j'aille un call en 2001 du groupe de Musical Box, qui était un hommage à Genesis, qui m'offrait un job à temps plein comme personnificateur de Phil Collins, mais au drum, dans la période Gabriel de Genesis. Là, je suis parti en tournée pendant 5 ans. Puis, en revenant de tournée, bien là, j'ai parti mes propres projets. Donc, on a mis sur pied un show de Genesis, une reconstitution d'un spectacle de Genesis qui avait eu lieu au Parc Jarry en 82. Ça, c'est le Three Sides Live, l'album Three Sides Live. On a reconstitué ça. On a fait une quinzaine de shows avec ce spectacle-là. Puis, tout de suite, pas longtemps après, en 2008-2009, on a parti Dance into the Light, qui est finalement mon show rétrospectif de Phil Collins. Puis, c'est depuis ce temps-là que je roule ça à temps plein. Donc, je suis devenu personnificateur par la force des choses. Mais j'adore ce que je fais.
quel est le plaisir que tu éprouves à, oui, jouer de la batterie, à chanter le répertoire de Genesis ou de Phil Collins lui-même, de le personnifier? Quel est le plaisir que tu éprouves comme artiste? Ben, moi, je suis musicien, puis j'aime faire de la scène. La première fois que j'ai fait de la scène dans ma vie, là, je faisais un monologue d'Yvon Deschamps devant ma classe. J'avais 8 ans, à l'école Paul de Maricourt à Longueuil. Puis après ça a été devant l'école Paul de Maricourt au complet, dans le gymnase, devant toutes les classes. Puis j'ai pogné la piqûre, là. J'étais bien sur une scène. L'amour de la scène. Oui, l'amour de performer sur une scène, d'offrir ça, puis d'avoir le feedback, évidemment. T'sais. C'est fort, ça. C'est comme une piqûre, là. C'est vraiment... Fait que le plaisir que j'éprouve, que ce soit Martin Levac qui chante du Martin Levac ou qui chante du Phil Collins, c'est le même plaisir. J'ai encore autant de fun avec ma gang à faire du Phil Collins, à me prendre pour le personnage pendant 2h15. Je m'amuse comme un enfant dans un carré de sable. Qu'est-ce que ça a demandé comme apprentissage? Parce que jouer de la batterie, c'est une chose, chanter des chansons, c'est une autre chose, mais personnifier un individu, ses gestes, ses mimiques, son humour, même l'accent, la voix, qu'est-ce que ça exige comme apprentissage? C'est un apprentissage qui finit jamais. C'est never ending parce que tu peux pas être jamais quelqu'un d'autre. Mettons, je te donne un exemple. Benoît Brière qui pogne le contrat pour faire Olivier Guimond dans une série télé, bien, il va s'imprégner de son personnage pendant une période X de sa vie. Il va manger, il va dormir, il va bouger, il va acter, il va se mettre dans son personnage pendant quelques mois pour réaliser cette série-là. Après, il va en sortir. Moi, c'est le même personnage depuis que j'ai 15 ans. Ça fait que c'est énormément d'heures. Je te dirais, c'est proche de la maladie mentale. Là. Tu ne peux pas comptabiliser ces heures-là de toutes les shots où j'ai regardé des vidéos, puis il bouge comme ça quand il fait ce son-là, puis ce geste-là, puis la prononciation en anglais. Moi, j'ai viré mon drum de bord. Je suis devenu gaucher. Parce que Phil Collins est gaucher de nature. Moi, je suis droitier, donc j'ai appris à jouer du drum comme ça. Comme un droitier. Okay, parce que quand on est gaucher, évidemment, la main dominante, tout est à l'envers. Oui, voilà, c'est ça, le bass drum. Donc, pas juste pour la guitare, mais pour la batterie aussi. Ben oui, tout à fait. Là, j'ai viré tout ça de bord à l'âge de 16-17 ans pour jouer comme Phil. Tu sais, vraiment, là, ça fait que... On est dans le souci du détail. Puis là, je faisais tout comme un gaucher à ce moment-là. Je t'épargne les détails. Mais débarrer un cadenas, tu fais ça de la droite instinctivement. Donc, tu es rendu là, je faisais ça de la gauche. Exactement. En fait, ma main faible est rendue ma main forte à la batterie. Là, tu n'as pas eu à travailler fort pour l'apparence physique, quand même? Il y a ça, par exemple. Ça, c'est un avantage. Non, mais, je perdais mes cheveux naturellement. Contrairement à un Martin Fontaine qui personnifie Elvis, mais Martin qui a les cheveux raies des roues, mais qui, avec un bon maquillage et de bonnes perruques, ça ne paraît pas du tout. Là, dans ton cas, à toi, par contre... Moi, je mets les bons running shoes, le bon pantalon. As-tu la même grandeur? Exactement pareil. Pareil. On s'est rencontrés 4 fois. Oui, je sais. Oui. C'est impressionnant de constater à quel point la similitude est là. Quand on démarre un spectacle hommage, comme disent les Anglais, tribute to Phil Collins, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut demander des autorisations particulières? Il y a les droits et tout ça. Quelle est la séquence qui nous amène vers la mise en place du spectacle avec toute la légitimité possible? Bien, il y a un organisme qui s'appelle la SOCAN, oui. Puis qui est mondial, dans le fond. Ça porte d'autres noms dans d'autres pays, là, mais les sociétés de gestion de droits d'auteur, c'est pareil partout. Puis, il y a un pourcentage du billet. Quand vous achetez un spectacle, un billet de spectacle, si l'artiste fait des interprétations, bien, il y a un pourcentage du billet, je pense que c'est 3 qui est redonné à la Société des droits d'auteur. Moi, j'ai envoyé mon setlist à SOCAN. Donc, parce qu'il n'y a pas juste Phil Collins qui a composé des chansons. Quand on fait You Can't Hurry Love des Supremes, c'est pas Phil Collins qui l'a composé, mais les droits d'auteur vont aux auteurs et aux compositeurs. Il y a ça. Puis, il y a aussi la partie mise en marché. C'est que là, j'utilise le nom de quelqu'un, je mets son nom sur un poster, je mets son nom sur mon camion. Je vois que sur ton véhicule, tu as sa signature aussi. Oui. Exact. Donc, ça me prend une autorisation pour ça, pour être capable d'utiliser un concept visuel qui est déjà utilisé par quelqu'un, puis son nom, effectivement. Donc ça, j'ai eu une autorisation du gérant de Phil Collins. Okay. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est... Ça n'a pas été compliqué dans mon cas parce qu'on se connaissait déjà, puis parce qu'il dit « Ah, you know, it's Martin, you know, he's a lovable bloke. » Mais à travers le monde, des types
qui personnifient Phil Collins, il doit en avoir quand même quelques-uns, je présume? Il y en a, oui. Il y a façon des professionnelle groupes et tout ça, hommages. ouais. Là. Il y a des groupes hommages à Genesis ou à Phil Collins. Le problème avec Phil Collins, c'est que c'est un chanteur-drummer. Puis la plupart des gens que j'ai regardés, en tout cas là, sur Internet, mes compétiteurs, si on veut, ils ont soit la voix ou soit le drum. Mais jamais vraiment les deux, ça coche. Ouais. Ça fait que dans ma catégorie, j'ai la chance d'être assez tout seul. Tu sais, c'est pas comme Elvis, il y en a plusieurs, mettons. C'est il y en ça. a beaucoup. Ouais. Mais au Québec, Bon, je suis seul. t'es pas mal le seul. De ma gang, ouais. Au Canada anglais, aux États-Unis, il doit en avoir. J'en connais pas qui font tant que ça. le même OK. type de spectacle aussi élaboré, mettons. Bon, parle-moi de tes rencontres avec Phil Collins. Ta première rencontre, c'était dans quel contexte? C'était quand? Moi, j'avais un rêve adolescent. Là, tu sais, je me disais, quand je vais rencontrer Phil Collins un jour, ça va être dans un manoir en Angleterre. Puis finalement, c'était à Verdun. Puis c'était dans une station de radio. Puis c'était une rencontre juste avant une entrevue. Il était en tournée de promotion pour son album Testify. Puis quelqu'un que je connaissais de la station de radio a fait le lien. A fait le lien. Donc, on a pu se rencontrer, jaser un petit 5 minutes avant son entrevue. C'était formidable. Okay. Donc, il savait un peu t'étais qui? Oui, il savait déjà. Il avait été informé? Oui. Ouais. Oui, il savait déjà ce que je faisais, puis il connaissait déjà. C'est quoi la réaction de l'artiste? Est-ce qu'il est flatté de savoir qu'on le personnifie? Est-ce qu'il a des drôles de questions lui-même? Ou Oui, ouais. En fait, il m'a posé plus de questions cette fois-là que moi, j'ai pu y en poser, parce qu'il était curieux de... Phil Collins, il faut dire que c'est un gars qui vient de la classe ouvrière. C'est pas quelqu'un qui... Oui. Puis selon lui, il n'est pas Elvis, tu comprends? Il n'est pas un personnage. Okay. Lui, il se considère comme un gars ordinaire, donc il ne peut pas avoir de la difficulté à considérer que quelqu'un prenne un temps fou à le regarder, à l'observer, puis à analyser ce qu'il fait. Une humilité, une modestie. Totalement, tu sais. Fait que lui, il trouve ça weird un peu, dans le fond, qu'on fasse ça avec lui. Mais il n'est pas conscient que c'est une méga star. Et là, donc, tu l'as revu une deuxième, une troisième, une quatrième fois sur une période d'à peu près 10 ans, quoi? À peu près, oui. Okay. Ouais, et d'une fois à l'autre, les rencontres... Ça a été toujours aussi sympathique. C'est ça. La plus significative, je te dirais, c'est en 2005. On jouait avec The Musical Box à Genève, en Suisse, puis lui, il habitait là. Il habitait à 20 minutes de la salle où est-ce qu'on jouait. Puis on invite toujours les gens qu'on personnifie à venir. Puis lui, bien, cette fois-là, il a saisi l'invitation. Il était en vacances, il était à côté. Puis il a dit, bien, je peux même jouer, si vous voulez, le rappel du spectacle avec vous autres. Oui. Fait qu'il est arrivé dans l'après-midi à 3 heures avec un petit sac, 2 paires de baguettes, j'en ai une à la maison, puis une vieille pédale de bass drum qui tenait avec du tape. Imagine, le gars, il peut nous acheter puis nous vendre à crédit. Bien, c'est ça, c'était sa pédale de bass drum. J'ai installé ça sur mon drum, puis il a pratiqué la toune. Il n'avait pas joué la toune depuis 30 ans, la toune qu'on lui demandait de jouer. Fait que pendant le soundcheck, il m'appelait « Martin, come here ». Puis là, il me posait la question dans telle section de la toune, c'est-tu tac 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 nada? Fait que là, moi, je répondais oui, c'est tac 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 ou pas, c'est tac 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 tac. On se parlait en drummer comme ça. OK, thank you very much. Là, je me rassoyais dans la salle, puis je le regardais pratiquer sur mon drum. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Petit gars de Longueuil, tu sais. Je suis en train de dire à Phil Collins comment jouer sa propre toune. C'est un gars humble, très, très sympathique. On jasait comme toi puis moi, là. Il y a des problèmes de poignet, là, ce que j'ai compris, hein, c'est ça? Bien, il y a des problèmes physiques en général. Oui, c'est ça aussi. Là. Bien, oui. Il y a un coup de vieux aussi, un petit peu. Il y a du millage. Ouais. C'est un gars qui a travaillé, il était workaholic dans les années 80-90. C'était un album avec Genesis, une tournée, un album solo, une tournée, plus tous les autres projets de production d'artistes, de jouer avec Robert Plant, Eric Clapton, etc. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Puis quand le travail a commencé à slacker, bien, il a pogné l'alcool pour continuer à être hic à quelque chose. Donc, au lieu de workaholic, il est tombé alcoolique. Puis, il s'est beaucoup magané avec ça. Fait que ça a causé des lésions. C'est ça. Il a fait une pancréatite aiguë. Je sais pas. Parce qu'il y a eu des spectacles, je pense, où il y avait même les baguettes un peu attachées au poignet. Ça, c'est pendant l'enregistrement de la misère à les tenir. Ses albums Motown en 2010. Oui. Là, il ne joue plus de batterie du tout. Il marche avec une canne. Il a 67, 68. Il vient d'avoir 68 ans. Comme on dit, il y a le body magané un peu. C'est pas Mick Jagger, mettons. C'est ça. Donc, Mick a fait plus attention que lui. Ouais. OK.
C'est drôle à dire, mais quand C'est même. drôle à dire, c'est ça. On a tendance à croire que Mick Jagger est un party animal, mais il mange des céleris puis il boit de l'eau depuis 35 ans. Fait que... Pourquoi les gens ont-ils autant d'attirance? Tu sais, on voit, je disais tantôt, un Martin Fontaine qui personnifie Elvis. On a Marc Martel, qui est de Saint-Jean-sur-Richelieu, Absolument. qui fait du Freddie Qui est Mercury. formidable. Et là, évidemment, avec la sortie du film où il a prêté sa voix, tout ça. Ben, Donc, ce sont des répertoires qui sont inépuisables. Je veux dire, quelqu'un qui a aimé Queen il y a 30 ans, il va encore aimer Queen dans 30 ans. C'est Même clair. chose pour Elvis et même chose pour Genesis ou Phil Collins. Donc, ça reste un artiste et une musique qui est inépuisable. Bref, tu pourrais faire ça jusqu'à ta mort, là, si tu voulais. Tout à fait, oui. Là, une fois ce spectacle-là terminé, tu dis, j'ai d'autres projets. Est-ce que c'est de revenir avec toujours dans la même mouture de Collins et Genesis? Est-ce que tu veux explorer davantage? Il y a un aspect, dans le fond, du spectacle Dance into the Light qui est très intéressant parce qu'on le fait depuis 10 ans. C'est l'aspect personnification à tout point de vue. C'est-à-dire que je ne fais pas qu'interpréter les chansons et les chanter comme lui ou les jouer comme lui. C'est entre les chansons, je suis lui. Je joue un personnage. C'est cet aspect-là qui commence à me peser un peu lourd. Dans le fond, j'aimerais bien être Martin Levac entre deux chansons puis raconter une histoire. Genre, raconter ce que je viens de te conter à propos de nos rencontres, moi et Phil Collins ou quoi que ce soit, puis d'être capable d'interpréter la prochaine chanson sans nécessairement le personnifier, sans faire les mêmes gestes que lui au même moment. Ça va être encore la voix, la même voix, mais c'est un peu cet aspect-là que je considère pour l'avenir. C'est-à-dire que je vais continuer avec le même répertoire de Phil Collins de Genesis, on va aller chercher d'autres. C'est inépuisable. Mais c'est de bâtir un nouveau concept. Donc, c'est de bâtir un nouveau concept qui serait peut-être un peu storytelling et spectacle hommage. Un peu comme ça. Un peu des monologues. C'est genre, retour aux sources, des monologues au travers des chansons. Est-ce que, malgré tout l'amour qu'on porte à l'égard de Genesis et de son œuvre, est-ce qu'à un certain moment, l'artiste que tu es se sent pas aussi parfois un peu prisonnier de tout ça? Pas vraiment. Non? Pas vraiment parce que, tu sais, quand j'ai fait Granby, quand j'ai été finaliste puis tout ça, tu sais, j'aurais eu envie beaucoup là, de percer en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Quand j'ai vu que ça ne marchait pas, bien, j'ai tout simplement tourné une page puis j'ai continué comme musicien. Mais j'ai jamais arrêté d'écrire des chansons. J'écris encore des chansons, je sors encore des albums. Je suis rendu à 7 albums. Personne ne le sait, sauf les gens qui viennent voir mon spectacle de Phil Collins. Parce qu'ils repartent avec mes albums à la fin. Et ton matériel. Oui. Ce qui est formidable, c'est que le spectacle de Phil Collins et Genesis m'a amené un public que je n'aurais jamais eu autrement. Parce que mon produit ou mes affaires n'ont pas été diffusées ailleurs. Fait que je trouve ça génial. C'est la convergence, dans le fond. Les gens viennent me voir, puis ils repartent. Ils viennent me voir comme Phil Collins, mais à la fin du spectacle, je leur dis, bien, si ça vous tente de prendre un petit risque en partant, bien, il y a mes albums qui sont à la boutique. Okay. Les gens achètent mes albums, deviennent fans de Martin Levac. Après ça, ils m'écrivent sur Facebook. Ils attendent le prochain album. Ça me fait un bassin, une porte un public. Ben oui, c'est des supporters extraordinaires que j'ai gagnés avec Phil Collins. Est-ce que, je comprends que tu as l'amour de la scène, l'amour de Phil Collins. Évidemment, les spectacles, c'est parfois épuisant, éreintant, c'est des déplacements, c'est des motels, c'est tout ce qu'on voudra. Tout le temps, c'est un déménagement à chaque fois. C'est un déménagement. Est-ce que ça pèse lourd ou si tu vis encore assez bien avec cette idée, évidemment, de devoir se déplacer pour tenir des spectacles un peu partout? Ben, moi, tant que j'ai la santé pour le faire, je pense que... C'est pas un fardeau pour toi? Non, pas vraiment. Bon. Est-ce que c'est un spectacle qui est soit celui-là ou le prochain que tu prépares est exportable? C'est-à-dire qu'au-delà des limites du Québec? C'est toujours exportable parce que c'est du contenu international. Dans le fond, Phil Collins a vendu 150 millions d'albums à travers le monde, donc ça reste le même répertoire. Effectivement, mais même si c'est un storyteller, mettons le prochain spectacle, les textes se traduisent en anglais ou en espagnol. Est-ce que tu verrais faire un tribute to Phil Collins à Las Vegas pendant 2 ans de ta vie, dans un hôtel? Pas vraiment, parce que je connais des gens qui sont allés, puis ça... Je crois qu'il y a une croyance populaire au Québec qui édifie Las Vegas à un niveau qui n'existe pas. Je crois qu'on s'impressionne beaucoup avec les artistes qui vont à Vegas puis qui reviennent. « Ah, il est allé à Vegas! » Mais les billets étaient 10$ puis la salle était vide. Tu comprends? Fait que moi, je ne peux pas aller à Vegas pour jouer devant des gens qui ouvrent la porte. « Bon, je suis à l'air plate, on va aller jouer aux machines. »
Non. Ça ne m'intéresse pas vraiment Vegas, mais non. Mais ouvrir un autre marché dans des salles de spectacle où les gens viennent s'asseoir puis regarder un spectacle puis être intéressés, ça, c'est... Je suis bien Donc, ouvert. entre Las Vegas et la colle, le choix est facile. Absolument. C'est beaucoup plus tendance, la colle. Oh yeah! Martin Levac, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. C'est fort intéressant. Et j'ai comme l'impression que les billets vont se vendre assez rapidement, en tout cas pour dimanche à l'Étoile 10-30. Oui, puis j'ajoute aussi que la tournée se termine officiellement le 23 novembre de cette année au Capitole de Québec, puis qu'il reste une vingtaine de shows. Là. Donc, martinlevac.com pour toutes les dates. On joue partout. L'Assomption, Saint-Eustache, Terrebonne, Drummondville, au Nouveau-Brunswick aussi, il reste des dates. Donc, on va comme ça jusqu'à la fin 2019. Merci beaucoup. Merci, Eric. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on reçoit un golfeur membre de l'équipe canadienne, un Joannais bien connu. Joey Savoie est avec nous. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Vous savez que vous devez vous-même trouver l'information lorsqu'il y a du déneigement ou pas, à savoir si vous faites bien sûr stationner dans la rue. Il y a différentes façons de le faire. Vous avez les informations à l'écran, SMS, Facebook, Twitter, etc. Bref, c'est votre responsabilité. À demain. Bye-bye. Your mama, but I know you're always there. You listen, you teach me, mama, and I know inside you care. So get down here beside me. Oh, you